Hello les passionnés d'industrie et de RH. Bon, ce podcast, je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tenaillot, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois 2 invités qui vous présentent chacun 4 thématiques et donc 4 épisodes. Alors, c'est un shot de bonnes pratiques et de benchmark que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Allez Arnaud, c'est parti, c'est le 2e épisode. Donc le sujet, est-ce qu'on en fait trop avec la culture d'entreprise? Too much or not too much? À toi de nous le dire. Donc je te pose la question, est-ce qu'on en fait trop avec la culture d'entreprise? Eh bien, roulement de tambour, ouais. Alors, je pense qu'effectivement, on en fait trop, je sais pas, en tout cas, on en fait beaucoup. Paradoxalement, c'est pas un sujet qui est nouveau, hein. On l'a dit dans le premier épisode, ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est conceptualisé, qu'on en parle et qu'on nous rebat un peu les oreilles avec. Mais en vrai, on peut avoir l'impression, notamment par le prisme des réseaux sociaux et de LinkedIn, entre autres, qu'on a beaucoup mis l'accent sur ce sujet-là, comme si c'était le nouveau Messi 3.0 qui va tout sauver dans une entreprise de sa rétention à son acquisition de collaborateurs. Et c'est peut-être de ce point de vue-là, et sur toutes les mésententes, incompréhensions qu'on peut avoir sur le sujet, qu'effectivement on en fait peut-être des caisses. Donc tu penses qu'il est surutilisé, qu'on sort en fait un peu l'étendard culture d'entreprise, tu vois, toutes les sauces, c'est la solution à tous nos problèmes. Oui. Non, je pense comme bon nombre de choses, quand tu en parles trop, à un moment donné, ça devient un cache-misère. Et je pense à force de convoquer la culture d'entreprise à toutes les sauces, on lui fait perdre de sa substance, de sa consistance, et donc de son utilité derrière. Au-delà de ça, un autre sujet qui peut avoir tendance à m'agacer un tout petit peu, c'est que qu'est-ce qu'on met derrière culture d'entreprise, en vrai? Je sais pas si l'idée te viendrait, mais à ton avis, si on posait la question à des gens dans la rue de définir la culture d'entreprise, qu'est-ce qu'ils te mettraient? C'est une bonne idée, ça. Ah tiens. Les valeurs. Ah ouais? Ok. Moi, je pense qu'ils mettraient ça en premier, tu crois pas? Ouais. Et on les définit comment? Si, il dirait si on va boire des coups après le boulot en after work peut-être. Ok, donc ça s'appelle un rite. Ouais. Tu vois? Et effectivement, c'est constitutif de la culture d'entreprise. Les gens viendraient pas forcément à évoquer, enfin, ils n'évoqueraient peut-être pas forcément tout de suite le langage. Ce qui va unir les gens, la parole, la manière de communiquer, la gouvernance, l'organisation, la gestion de la discipline, la gestion de la prise de décision. Il y a tout un tas de choses qui va venir cartographier finalement ta culture d'entreprise. Et quand on en parle, on peut en fait désigner derrière la culture d'entreprise des choses qui sont la marque employeur, la communication de recrutement, des politiques, des process, des outils, l'employee value proposition, tout un tas de trucs. À un moment donné, tout finit par se ressembler, tu vois. Tu mets tout ça dans un grand sac qui s'appelle culture d'entreprise, et il y a qu'à piocher dedans à l'aveugle en disant youpi, on va en sortir un truc qui va solutionner absolument tous mes problèmes. Le fait est qu'à force de faire ça, en fait, tout se ressemble. Alors que la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est théoriquement propre à chaque organisation et qui est unique. Il y a une espèce de standardisation de la culture d'entreprise. Et surtout, je pense que le vrai sujet, le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas la culture d'entreprise pour dire voilà qui nous sommes. On est plutôt sur du déclaratif en disant voilà qui nous aimerions être. Et on fait croire aux gens qu'on est déjà comme ça. Et ça pose un souci. Donc il y a une espèce de course à l'échalote, finalement, de qui c'est qui a la plus grosse culture d'entreprise ou la meilleure. Et c'est un peu... ça vient instaurer des rivalités que je pense être parfois malsaines, et surtout qui vont venir desservir la relation avec les collaborateurs et les candidats. Mais alors, du coup... Une fois qu'on se dit ça, c'est quoi l'impact ou les impacts et est-ce qu'on, enfin, à vouloir en faire trop, est-ce qu'on jette pas le bébé avec l'eau du bain, tu vois Si tu l'instrumentalises pas plus que nécessaire et que tu gardes une culture d'entreprise qui est crédible, ce sont les plus petits dénominateurs communs autour desquels les gens vont venir se rassembler.
dans ton organisation. Donc, c'est juste un levier fondamental. C'est le mode d'emploi de ton organisation. C'est le mode d'emploi de ta boîte. Donc, imagine que je vais replonger dans mon enfance, puisque je suis beaucoup plus âgé que toi. C'est toi qui le dis. Je fais peut-être très jeune. Moi aussi. C'est 65 ans, une très bonne crème de jour. Mais non, imagine, tu sors une boîte de Lego que tu n'as jamais assemblée de ta vie et tu n'as pas de mode d'emploi avec. Bah, tu peux être créatif, hein, tu peux faire tout un tas de trucs, mais en vrai, ça risque d'être un petit peu le chaos. Donc finalement, cartographier ta culture d'entreprise et expliquer ta culture d'entreprise, c'est donner le mode d'emploi aux gens pour dire, voilà, si vous voulez que ça marche entre nous, c'est pas le guide des comportements à adopter, c'est ce qui est dit, pas dit, chez nous, mais qui existe, qui est écrit, ce qui est de l'ordre de l'implicite, de l'explicite, etc. C'est l'ensemble des choses qui sont autorisées, pas autorisées, c'est ce qui est permis, pas permis. Ça vous plaît, bah on peut continuer. Ou si ça vous intrigue, ça vous intéresse, venez. Et c'est authentique, et c'est sincère. Et tu peux pas réellement tricher par rapport à ça, en théorie. Sauf effectivement quand tu commences à l'instrumentaliser, que tu ne le vois non pas comme quelque chose qui est et qui doit être travaillé, mais comme quelque chose qui n'est juste qu'un levier d'acquisition, qui ne serait juste qu'un moyen. Le problème, c'est que ta culture d'entreprise, elle existe, que tu le veuilles ou non. Et c'est aussi le risque après que tu as entre la culture dite déclarative et la culture opérante, la réelle. Voilà. Bon, on en reparlera, c'est mon effet McDo à moi. Oh, quel teasing. N'est-ce pas? Ah là là, t'es fort. C'est un métier. Mais alors du coup, comment tu trouves l'équilibre entre promouvoir la culture d'entreprise, puisqu'à un moment, il faut aussi qu'elle rayonne, parce que c'est aussi ce qui fait, et enfin, un des facteurs qui fait qu'on a envie de rejoindre une entreprise peut-être plus qu'une autre, et éviter l'excès. Tu vois, c'est quoi le juste dosage? Parce que finalement, le sujet, il est là. On en a besoin. On a besoin de la faire rayonner. Et en même temps, faut pas être non plus sur du déclaratif, mais sur de l'opérant. Tu vois, c'est encore une fois, on est sur un peu un paradoxe, quoi. Oui. Alors, c'est un paradoxe qui peut peut-être s'aborder sous une autre formulation qui est, c'est pas grave de pas être parfait. Il n'y a aucune culture d'entreprise qui sera parfaite parce qu'aucune culture d'entreprise n'est universelle. C'est pas possible. On l'a dit, c'est indexé sur la personnalité des dirigeants, leur vision du travail, ce qui a fondé leur relation à un projet, etc., etc. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il y a quelques temps, là, sur LinkedIn, il y a des sujets sur lesquels je peux m'exciter un tout petit peu, qui sont la hustle culture, la culture de la surproductivité qui est ultra toxique. J'ai eu un échange un peu musclé il y a quelques mois en arrière avec un patron c'est même plus une start-up, hein, c'est une licorne aujourd'hui en France, qui m'expliquait que le mode de fonctionnement de sa boîte aujourd'hui, c'était clairement une lessiveuse, et que pour lui, la culture devait être clivante. Sur le premier point, je suis pas d'accord, parce que c'est une question de conviction personnelle, de représentation de ce qu'est le travail. Pour lui, le travail, c'est un objet de souffrance au service de la performance. En revanche, sur le deuxième aspect, qui est qu'une culture d'entreprise est clivante, je suis d'accord avec lui, parce qu'une culture d'entreprise ne peut pas et ne doit pas s'adresser à tout le monde. Donc, première étape, de quoi est faite ma culture d'entreprise? On l'a déjà beaucoup dit, on va le redire une fois, introspection. Nécessairement, audit. C'est peut-être, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent, aller cartographier des process existants, des processus décisionnels sur la mobilité, les augmentations, faire la carte des acteurs pour savoir qui concentre le pouvoir et quelles sont leurs histoires, leurs valeurs, etc., etc. C'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Le plus compliqué, c'est la décision de le faire. Et après, c'est d'aller chercher les paramètres, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc, même si le résultat, c'est de dire que c'est pas parfait, que c'est pas universel et que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est ok. C'est parfaitement ok. En revanche, ce qui n'est pas ok, c'est d'être aveugle. Et de se dire qu'il y a des choses qui ressortent de ces audits et de ces introspections, mais qu'en fait, on va faire comme si ça n'existait pas. Pour prétendre qu'on est quelqu'un d'autre, au motif que ça va permettre d'attirer des cibles, etc., etc. Pour prendre un exemple un peu hasardeux, c'est comme si j'étais un fabricant de voitures positionné sur du low cost. Voilà. Et c'est ok de fabriquer des voitures low cost aujourd'hui. Il y a une clientèle pour ça. Voilà. Et ce fabricant se dirait aujourd'hui, tiens, en fait, demain, je vais m'adresser à une clientèle premium. Je vais aller sur un segment ultra niché de gens qui ont 100 000 balles à mettre dans l'acquisition d'une voiture.
Et je vais faire croire aux gens que nos produits sont des produits qui valent 100 000 et que c'est pareil. Bah non, tu fais une voiture low cost, tu peux prétendre autant que tu veux que c'est aussi bien qu'une voiture qui sera vendue 100 000 euros. C'est pas le même soin, c'est pas la même fabrication, c'est pas les mêmes finitions, c'est pas le même matériau, etc., etc. Être intègre, être OK, être congruent entre ce qu'on a à disposition, parce que toute entreprise, toute organisation a déjà des tas de choses à disposition en interne et les objectifs qu'on s'est fixés. C'est le bon dosage en fait. Le dosage dont tu parlais, l'équilibre à faire, il est là. C'est quoi mes objectifs ? Si c'est l'acquisition de candidats, si c'est du recrutement, c'est quoi les personas de mes candidats ? Et c'est quoi le persona de mon collaborateur ? Ou les personas de mes futurs collaborateurs, collaboratrices, pour être plus précis. Ils ont des leviers d'engagement personnel, professionnel, etc. Est-ce que mon entreprise aujourd'hui, elle a ce qu'il faut pour s'adresser à ces gens-là ? C'est pas plus compliqué que ça. Si tu fais des promesses et qu'elles sont intenables, donc si tu mens, faut pas s'étonner derrière d'avoir des bad buzz ou de se prendre des notes désastreuses sur Glassdoor ou autre. Oui, clairement, tu vas faire de l'acquisition, mais pas de rétention, les gens vont partir. C'est ça, donc c'est juste un espèce d'inventaire finalement, de ne pas aller se voir plus beau, mais c'est de faire un inventaire de ce qu'on a chez soi, dans son organisation, des facteurs qui vont être des facteurs d'unicité, c'est sur le registre de l'émotionnel, c'est sur le registre du situationnel au sens avec qui je vais travailler, comment ça fonctionne chez nous, et puis c'est les arguments contractuels aussi, tout simplement. Tu as des choses comme la rémunération, ça en fait partie. C'est important d'aller faire cet inventaire-là. C'est important de se dire qu'on n'a pas besoin de mentir. C'est important de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on n'a pas besoin de faire des pas de géant. La politique des petits pas aussi, c'est très pratique en matière de culture d'entreprise. Et puis, dernier point, c'est unique et personnel. Ça sert à rien d'aller recopier ce qui a marché chez le voisin. Parce que vous n'êtes pas ce voisin. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes personnes, vous n'avez pas les mêmes produits. Juste non, en fait. Arrêtez de copier la culture des voisins. Et du coup, comment tu passes ? Parce que tu vois, souvent, ce qu'on entend sur la culture d'entreprise, c'est que quelque part, c'est de l'ordre de l'impalpable. Tu vois, comment tu passes de ce sujet qui peut paraître du coup impalpable à finalement une déclinaison sur le terrain, parce que c'est comme tout sujet stratégique, on en a déjà parlé précédemment. T'as une stratégie, mais si t'as pas une déclinaison derrière de ta feuille de route en plan d'action, ben t'as rien, tu vois. Et là, en plus, on est sur un sujet qui peut, ou en tout cas dans l'imaginaire collectif, est impalpable. Donc comment tu fais ça ? Alors, c'est un truc tout bête. Pardon, ça va être d'une simplicité déconcertante. Tu ne peux pas envisager le sujet culture d'entreprise en le dissociant des gens qui sont chez toi. Donc, il va falloir aller poser la question. Parce que culture d'entreprise, ça peut être du déclaratif. Ça peut être effectivement, on disait un dirigeant qui dit voilà la notion de valeur travail chez moi, ce que c'est, etc. Mais en vrai, la culture d'entreprise, c'est ce qui se dit, c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui se vit aussi. C'est Nicolas Galita de l'école du recrutement qui disait qu'une culture d'entreprise, c'est la manifestation de tout ce qui déconne dans une entreprise. Et pour savoir ce qui foire dans une organisation, il faut aller sur le terrain. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, il faut nécessairement se poser une deuxième question qui est comment je m'adresse aux gens et comment je vais venir synthétiser tout ça, comment je vais les interroger. Si on demande à des collaborateurs lambda, parle-moi de la culture d'entreprise chez moi, ils vont en faire un truc... Tu vas pas en tirer grand-chose. Pas en tirer grand-chose. Enfin, tu peux avoir du matériel très intéressant, mais le temps de reconsolidation derrière, il va être juste catastrophique. Donc, il faut le guider un tout petit peu. Donc, il y a des grilles qui existent. Nous prenons ne serait-ce que les processus RH. Tiens, au hasard. Processus de recrutement, qui fait quoi ? Quel est le poids d'un opérationnel dans le processus de décision ? Tu sais que j'aime bien ce sujet. Ah bon ? Qui intervient en premier ? Qui fait la présélection, le tri ? C'est quoi les critères de décision ? C'est quoi la valeur ajoutée, le rôle d'un RH ou d'un recruteur professionnel, dans le processus versus un opérationnel qui serait recruteur occasionnel, qui annonce la décision de recruter la personne ? Est-ce que c'est ton opérationnel ? Est-ce que c'est le hiring manager qui va faire la proposition ? Est-ce que c'est délégué un RH, etc. Enfin, tu as la somme de plein de petites choses comme ça
que tu peux venir mettre bout à bout, finalement faire de la cartographie de process. Tu arrives à des templates, tu arrives à des checklists, tu arrives à des mini-questionnaires, donc on peut documenter une culture d'entreprise. C'est les minutes autopromotionnelles, mais c'est le moment où on peut se poser la question d'aller chercher quelqu'un en externe pour le faire, parce que c'est important aussi de peut-être avoir cette vision hélicoptère, dépassionnée, neutre, qu'on n'a pas toujours en interne. Mais d'aller chercher les ressources dans les équipes, sur le terrain, ça nécessite de structurer l'approche et d'aller chercher des apports méthodologiques, etc. Et finalement, on peut arriver à des scorecards. On peut arriver, comme en recrutement, avec un ensemble de points, de valeurs cardinales. Et c'est pas juste de dire, chez nous, on prône l'innovation. C'est de dire, le poids de l'innovation chez nous, c'est quoi par rapport à tout ce qu'on veut avoir comme signature culturelle, et ça vient se décliner comment ? C'est-à-dire, quels sont les critères objectifs d'évaluation de la présence de l'innovation dans mon organisation ? Est-ce que c'est l'organisation d'un brainstorm mensuel où je réunis tout le monde, mais à la fin, c'est le chef qui a raison, ou c'est le dernier qui a parlé qui a raison ? Est-ce qu'il y a de la place pour du co-développement ? Est-ce qu'il y a de la place pour l'intelligence collective ? On peut imaginer tout un tas de choses pour venir documenter cette culture. C'est possible. Et pour refaire hurler mes anciens dirigeants, mais vraiment l'approche process. Qui fait quoi, comment ils sont designés, quels sont les acteurs et les parties prenantes, ça reste très intéressant. Ok. Tu vois, ça me fait penser à plusieurs choses que tu dis. J'avais rencontré une ancienne collaboratrice de chez Fortuneo. Et figure-toi que l'une de leurs valeurs, et j'ai trouvé ça super, c'était l'ambition du mieux. Ok. Tu vois, et tu sais, ça, je trouve que ça rejoint plusieurs choses qu'on a abordées, la notion d'humilité, la notion de mieux vaut fait que parfait. Tu vois, moi, je vois ça aussi derrière. C'est ok, on n'est pas parfait, mais on veut faire mieux. Tu vois, je trouve ça super comme. Après, encore une fois, est-ce que c'est du déclaratif? Pardon pour Fortuneo, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, tu vois. Mais je trouve il y a une, enfin, ça dégage une grande forme d'humilité derrière. Tu vois, je trouve que ça, c'est sympa. Mais tu vois, ça, c'est ce qu'on va appeler une signature RH. Ouais. Donc, on est déjà dans le registre d'après. On est déjà dans le registre de la communication. Quasiment. Pas de la pub, mais de la communication. Je suis identifié comme un employeur potentiel parce que le message qu'on veut vous faire passer, c'est ça. Clairement. C'est bien fait. Ou si jamais, effectivement, tu as tout ce travail de diagnostic, de cartographie, si c'est du collaboratif, si tu as impliqué les gens pour en arriver à ça. Sinon, avec tout le respect que j'ai pour ces organisations-là. Sinon, effectivement, tu as fait un gros chèque à une agence de com. Et c'est ça. Ouais, je ne sais pas. Qui fait 3 sessions de brainstorm et 2 professions de visuel, qui t'a mis 2 consultants juniors à peine sortis d'école avec vaguement un profil RH pour faire 2 sessions de brainstorm collectif avec les gens. Mais c'est pas un travail en profondeur. Après, c'est OK. Je veux dire, il y a des entreprises qui font ce travail-là de signature RH, de communication RH sans être passé par la case préalable, très bien, ça peut être extrêmement bien fait, il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, il faut être conscient du fait que si c'est pas cohérent avec ce qui se vit en interne, il y a une prise de risque derrière. Donc, je ne connais pas le travail qui a été fait par Fortuneo non plus, pour le coup, mais ouais, la réflexion est hyper intéressante. Mais ouais, je trouve que tu vois, enfin, il y a vraiment ce côté l'ambition du mieux, enfin, et ça induit aussi la notion de, tu vois, de changement quelque part. Moi, la question principale qui me vient, et c'est une question que je pose à les 99% de mes prospects en rendez-vous, le 1% étant ceux qui m'ont déjà recroché au nez avant, c'est prouvez-le-moi. Ouais. Bah oui, bien sûr. Quand vous dites que vous êtes comme ça, quand vous dites que vos valeurs, c'est l'inclusion, le mieux faire, ok, donnez-moi 3 exemples concrets d'actions dans votre organisation. Et je veux pas du déclaratif. Non, parce que notre ambition, notre vision, fantastique, génial, j'adore. En vrai, il se passe quoi? Je suis collaborateur chez vous demain. Comment ça se traduit dans mon quotidien en termes de bonification? Comment ça se traduit dans mon quotidien en termes d'attente, d'exigence, de moyens, de mode de fonctionnement, de tout ça? Voilà. C'est ça le plus intéressant, en vrai. Donc, chouette pour les promesses, mais c'est ce qu'on disait en introduction. La culture d'entreprise, c'est d'abord des modes de fonctionnement avant d'être des promesses. Avant d'être de la com, clairement. Ok, trop chouette. Et après, comment tu viens en parler? Comment tu viens
la faire rayonner parce que là, on arrive au sujet d'après. On a cartographié, on a mis au point, voilà, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous unit, quels sont nos rites, quels sont, voilà, notre mode d'emploi d'entreprise. Après, comment t'en parles? Alors, tu peux le faire à la Free, qui a fait une session de reveal de sa nouvelle marque employeur absolument dingo par son ampleur et son impact. Et semble-t-il, ils ont fait un boulot considérable. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué dans l'ensemble des communications que j'ai vues sur le sujet, c'est le fait d'avoir dit on a associé les collaborateurs à cette réflexion sur la nouvelle marque employeur et donc sur la culture d'entreprise derrière, et d'avoir mis ça au pinacle comme si c'était un truc absolument génial, fondamental, extraordinaire. Mais au sens de c'est rare. Mais encore une fois, super. Et je ne suis personne pour critiquer, je ne sais pas ce qui a été fait, et l'objet n'est pas de critiquer la démarche de Free sur le sujet, juste de dire à un moment donné comment on peut imaginer travailler sur sa culture d'entreprise sans y associer les gens. Parce que le meilleur vecteur de faire savoir de la culture d'entreprise, c'est les collaborateurs. Donc tu peux faire des communications sur LinkedIn, tu peux venir traduire tout ça effectivement en actes, en baseline RH, en message RH, en visuel, tu peux le décliner de plein de manières qui soient. Je pense que la transparence est une vertu cardinale en la matière, on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel c'est pas d'être parfait, l'essentiel c'est de dire voilà qui nous sommes, on est comme ça, prenez-nous comme ça, on sait qu'on a des axes d'amélioration. Ça peut être aussi le côté très building public que tu peux avoir en disant on est engagé dans ce processus aujourd'hui, voilà où on en est, etc. Il y a une vision un peu méta du travail sur la culture d'entreprise que du coup je trouve plus authentique et plus intéressant. Où là, encore une fois, sans l'instrumentaliser, sinon on en revient à la question de base qui est-ce qu'on en fait trop? Oui. Si le building public autour de la culture d'entreprise est instrumentalisé, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a une entreprise que je cite, enfin 2 entreprises que je cite régulièrement sur le sujet parce qu'elles sont hyper intéressantes, c'est Partout, qui a été très transparent, qui a publié un document sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour expliquer toute la démarche réflexive, interne, etc., qui a abouti à la formulation de leur proposition de valeur employeur. Voilà. Ce type de démarche-là, c'est dingue. Et c'est génial. Et c'est une des meilleures choses qui puisse exister. Une autre boîte que je cite à tire-larigot parce qu'ils sont... Alors, ils ont décidé de faire à peu près ce qu'ils voulaient sur le sujet dans un secteur d'activité qui est particulier, que celui des ESN, c'est Shodo. Où en fait, il n'y a pas forcément d'intention de communication particulière, mais quand tu vois toutes les prises de parole des dirigeants de Shodo, CEO, founder, etc., de Laurie aujourd'hui ou de Jonathan avant, etc., en fait, la culture, elle transparaît dans leurs écrits. Dans le choix des mots, etc. Et c'est très difficile quand tu lis leur publication de douter de la véracité de leurs propos, parce que c'est habité, parce que c'est radical. Donc c'est porté par des individus, et c'est tellement incarné par des faits, il y a des exemples, que tu ne peux pas dire c'est du pipeau. Voilà. Donc l'exemplarité, au sens concret du terme, la transparence, le côté building public, l'employé advocacy. Bien sûr. Demander à tes collaborateurs d'être les ambassadeurs de cette culture. Alors, je parle pas de l'employé advocacy au sens je vous apprends à écrire sur LinkedIn, etc. Ça, c'est encore un petit peu plus tard. C'est déjà, vous, est-ce que, comment vous parlez de nous à l'extérieur? Est-ce que vous êtes OK pour parler de nous? Est-ce que vous en parlez en bien, etc. Un bon indicateur pour ça, c'est la cooptation. Voilà. Je reviens sur Shodo de 30 secondes. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, en plus, ils ont expliqué qu'ils avaient enlevé tout le système de bonification, tout le système de primes sur la cooptation. Parce que c'est un système qui est un peu pourri. En vrai, si ta culture d'entreprise, elle est chouette, et que tu as des gens qui sont bien dedans, et que les modes de fonctionnement sont clairement établis, tu recommandes ton employeur, pas pour la thune, tu recommandes ton employeur parce que tu penses que c'est un bon employeur pour les gens auxquels tu tiens. Je crois qu'il n'y a pas meilleur marqueur aujourd'hui que ça. Et tu vois, moi, l'une des résistances que je rencontre beaucoup dans l'industrie lorsqu'on aborde les sujets de la culture, c'est de dissocier en fait leur culture opérante de leurs enjeux clients. Oui. Tu vois, parce que ce que je veux verbaliser concrètement, c'est que l'industrie, forcément, t'as des normes de qualité plus, des exigences et des contraintes qui sont majeures. Et donc le besoin des industriels, c'est que cette culture et cette orientation qualité, tu vois, elle respire.
Et forcément, j'entends, tu vois, l'enjeu business, mais c'est une vraie résistance parce que pour eux, c'est indissociable. Tu vois, et sauf que c'est contraint par de l'externe. Alors forcément, il en faut en interne. Je dis pas qu'il faut pas de qualité et que c'est pas le cœur de leur activité, mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, tu vois, ils voient d'abord l'enjeu externe. Et c'est pareil, par extension sur la marque employeur. L'une des craintes, c'est toujours la même. C'est bah oui, mais nos clients peuvent pas avoir ça de nous. Tu vois. Et donc il y a toujours ce paradoxe entre on a besoin de bosser ces sujets-là, mais on est hyper frileux à les faire rayonner parce que potentiellement ça va pas plaire à nos clients, tu vois. Et ça c'est toujours sur tu vois, c'est toujours sur le fil, quoi. Qu'est-ce que tu as à te reprocher pour imaginer que ça puisse ne pas plaire à tes clients? Oui, et puis les clients peuvent être aussi demain des collaborateurs, des candidats. Mais ça me fait sourire parce que je suis passé par l'industrie il y a quelques années. J'en ai gardé plutôt un bon souvenir. C'était assez rigolo, mais on avait ce problème d'attractivité, en fait. Et il y avait la notion de culture interne qui était extrêmement forte, mais qui était ancrée dans le temps. C'était sédimenté à ce stade-là. Et il a fallu, à un moment donné, aller ouvrir les portes du recrutement, chose qui n'avait pas été faite depuis plusieurs années, pour te dire. Et à un moment donné, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on va dire pour attirer les gens? Si on devait décrire aujourd'hui la culture de la boîte, c'est quoi? Et on s'est fait une petite réunion sur le sujet entre RH et service marketing, et je sais plus qui a mis les pieds dans le plat en disant, en fait, ce qui nous caractérise, c'est d'être une belle endormie. On ne sait pas travailler, on a un carnet de commandes qui serait l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros. En vrai, on signe pour, allez, même pas la moitié des commandes, pas parce qu'on n'est pas bon, juste parce qu'on a la flemme et qu'on n'est pas organisé. Donc effectivement, quand tu as ces arguments-là qui ressortent, comment je transforme ça en argument un peu sexy, un peu attractif, etc. Tu peux pas. Ça sert à rien. En revanche, l'assumer. Ça veut dire que demain, on en revient au premier sujet qu'on avait vu ensemble, Culture Fit, Culture Ad. Demain, quand tu vas ouvrir ton recrutement, quand tu vas aller définir ton besoin, etc., tu sais cartographier tes modes de fonctionnement. Et que quelqu'un qui serait hyper enthousiaste, imagine un commercial par exemple, ou un chargé de projet, hyper enthousiaste, dynamique, qui aime les environnements, qui bouge dans tous les sens, etc., etc., si tu sais que ta boîte est sur des processus lents, que y a un poids de la hiérarchie du processus très, je vais caricaturer, très franco-français, où il faut 6 validations et 8 fichiers CERFA signés au 100 avant d'arriver à savoir si oui ou non on achète une boîte de trombone. Même si la personne a les compétences que tu veux, dont tu as besoin en face, ton mode de fonctionnement, ce que tu vas proposer à ce candidat, à cette candidate, en mode de fonction, ne fonctionne pas. Est-ce que tu vas mentir? Bah non, tu vas le perdre. Est-ce que tu vas pouvoir tout changer radicalement? Non, mais tu vas pouvoir l'amener par petites touches. Mais encore une fois, si jamais il y a un truc que t'assumes pas, parce que machin, un truc bidule, ça sert à rien d'essayer de le cacher, ça sert à rien d'essayer de le mettre sous le tapis. Et effectivement, si l'enjeu, en fait, il est business avant tout, si c'est d'abord la satisfaction des clients, c'est un élément marqueur de la culture d'entreprise. Ça veut dire que peut-être derrière, il y a des choses comme le sens du sacrifice, le fait d'en demander toujours un peu plus aux collaborateurs, parce qu'il n'y a que le client qui compte, et qu'il y a une notion de... Allez, je vais utiliser des grands mots. Il y a une notion peut-être de sacrificiel, c'est le run que tu fais toujours un peu plus vite, un peu plus loin, solidarité avec les équipes, etc., au profit du client. Ok, en fait, ce choix-là, de préserver la relation client au détriment de ce qui se passe en interne ou d'un travail en interne, c'est un marqueur de culture d'entreprise. Et du coup, si derrière, tu as une déclaration qui dit « on est une entreprise bienveillante, on est à fond dans la RP, dans les RPS, dans la QVCT, etc. » alors que tu as un taux de burn-out ou d'épuisement qui est de 25% derrière, il y a un truc qui déconne. Voilà. Donc c'est là le risque, mais il n'y a aucun intérêt à cacher. C'est un peu, pour revenir au recrutement, c'est un peu comme quand t'es gêné pour appeler un candidat ou une candidate en disant « désolé, c'est pas vous ». Théoriquement, ça devrait être un exercice facile. Si tu as une raison objective de dire à une personne « ce n'est pas vous que nous retenons », ça passe. Si tu es gêné pour dire à quelqu'un « on t'a pas choisi », c'est qu'il y a un truc dans le processus qui n'a pas été propre. Probablement. Il y a de la subjectivité, il y a un biais, il y a un manager qui fait « oh, je sais pas, je le sens pas ». Enfin, des trucs pourris qu'on a tous adoré gérer. Culture d'entreprise, c'est pareil. Si ça te gêne, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que tu as précisément mis le doigt sur un truc
qu'il faudrait être amené à travailler, impérativement. Et c'est là qu'on tire les ficelles. Exactement. Écoute, on y voit plus clair. Le prochain épisode, c'est celui sur lequel il faut se jeter pour éviter de dire marque employeur, c'est que de la com. Hein, je sais que t'adores ça. Donc, on se retrouve lundi prochain, Arnaud. Yes. Merci pour cet échange. Merci à toi. À lundi. À lundi. Et oui, nous voilà déjà à la fin de l'épisode, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de BeWanted. Vous avez aimé ? Bon, pas de panique, c'est que la fin du 2e épisode. Retrouvez-nous lundi pour l'épisode 3. En attendant, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et laisser un avis 5 étoiles pour donner de la visibilité au podcast. On se retrouve lundi.